Une semaine après les attaques du 25 avril, le Mali vit un deuxième choc, politique celui-là. Le 1er mai 2026, le parquet militaire de Bamako publie un communiqué inattendu. L'enquête sur les attaques du JNIM et du FLA a permis, dit-il, d'établir, je cite, un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires avec l'implication notoire de certains hommes politiques. Des militaires en activité sont arrêtés. Un opposant politique en exil est nommément mis en cause. La junte utilise l'attentat djihadiste pour régler ses comptes politiques, ou mène une vraie enquête sur une vraie trahison. La frontière entre justice et répression est-elle encore visible au Mali? Rappelons les faits bruts depuis notre dernière analyse. Kidal est tombé. Thessalite est sous contrôle du FLA. Les troupes russes de l'Afrika Corps ont évacué sous escorte rebelle. Le 1er mai, les forces armées maliennes ont mené des frappes aériennes contre une colonne armée franchissant une frontière voisine. Le bilan annoncé, plus de 200 assaillants neutralisés. Chiffre non vérifiable indépendamment. Le 2 mai, une rupture diplomatique significative. Le Mali quitte le CEMOG, le comité d'état-major opérationnel conjoint, qui regroupait depuis 2010 l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger pour coordonner la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le Sahel. Bamako l'assume comme une réponse au double jeu de l'Algérie, sans apporter de preuves publiques. Le Mali s'isole davantage sur le plan sécuritaire régional. Le 30 avril, Bamako avait rendu un hommage national au général Sadio Camara. Assimi Goïta était présent. Les ambassadeurs de Russie, de Chine et de plusieurs pays africains aussi. Les pays occidentaux, absents ou discrets. La cérémonie était autant politique que funéraire. Elle envoyait un message. La junte pleure son architecte de la politique étrangère et cherche un successeur à sa hauteur. Le 1er mai à 6 heures du matin, le couvre-feu imposé sur Bamako depuis le 25 avril est officiellement levé. Mais la tension politique, elle, ne se lève pas. Car ce même 1er mai, le parquet militaire publie son communiqué. Et la deuxième bataille du Mali commence, celle de la vérité et de la légitimité. Le procureur de la République, près le tribunal militaire de Bamako, est clair dans ces termes. L'enquête a établi que des militaires en activité, radiés ou en instance de radiation, ont participé à la planification, la coordination et l'exécution des attaques du 25 avril. 5 noms de militaires sont cités comme présumés, co-auteurs et complices. Alassane Diallo, dit Abedi, militaire radié, tué lors des combats à Kati le 25 avril. Il est présenté comme l'un des acteurs du coup d'État de 2012 qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré. Le sergent Diakari Diasodio, en activité, arrêté. L'adjudant Moussa Diané, en activité, interpellé alors qu'il tentait de rejoindre la Côte d'Ivoire à la sortie de Bougouni. L'adjudant-chef Mamadou Keïta, en activité, arrêté. Soïba Diarra, militaire à la retraite, arrêté. Selon RFI, 6 autres personnes ont été interpellées d'ici le 2 mai. Une vingtaine d'autres suspects sont activement recherchés. Ces arrestations soulèvent une question centrale. S'agit-il d'une véritable infiltration de l'armée malienne par le JNIM ou d'une purge déguisée visant à éliminer des éléments militaires potentiellement critiques du régime? La présence parmi les suspects d'un acteur du coup d'État de 2012 est significative. Cela suggère l'existence de réseaux anciens au sein des forces armées maliennes, des hommes qui ont déjà participé à un renversement du pouvoir et qui pourraient en envisager un autre. Pour l'instant, les preuves n'ont pas été rendues publiques. L'enquête est entre les mains du tribunal militaire. Le tribunal militaire malien n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. C'est un fait institutionnel que l'analyste doit mentionner. Oumar Mariko n'est pas un personnage ordinaire de la politique malienne. Il est l'un des leaders de la révolution de 1991 qui avait mis fin à la dictature de Moussa Traoré.
Pendant des décennies, il a incarné une gauche radicale, souverainiste, anti-impérialiste. Il soutenait le départ des forces françaises. Il applaudissait le rapprochement avec Moscou. Mais progressivement, ses critiques s'étaient retournées contre la junte elle-même. Il a accusé le colonel Assimi Goïta de dérive autoritaire et de gestion opaque de la transition. Cette dissidence à gauche, venant d'un allié naturel, était particulièrement gênante pour le régime. Visé par des poursuites pour propos diffamatoires envers les institutions, il a quitté le Mali pour s'installer en exil. 3 jours avant les attaques, le 22 avril 2026, des images diffusées par France 24 montrent Oumar Mariko assis au milieu de 17 soldats maliens retenus en captivité par le JNIM. Il affirme être venu plaider pour leur libération. L'initiative provoque immédiatement de vives réactions au Mali, entre incompréhension et suspicion. Le parquet militaire s'en empare. Dans son communiqué du 1er mai, il cite cette présence comme élément à charge et désigne Mariko comme suspect d'implication notoire. Depuis son exil, Oumar Mariko répond avec force. Voici ses mots exacts. C'est complètement ridicule. Le procureur sait très bien que je n'ai aucune relation avec aucune des personnes citées, excepté Sohiba Diarra, un ancien militaire qui n'a plus eu aucun contact avec moi depuis plus de 10 ans. Il va plus loin. Je suis homme politique. J'ai des contacts avec les milieux militaires. J'ai des contacts avec le JNIM. J'ai des contacts avec le Front de libération de l'Azawad. J'ai des contacts avec les chasseurs d'Ozo. Donc il y a quoi à vouloir tisser une complicité parce que je suis en contact? Pourquoi cette hypocrisie? Ça ne profite pas au peuple malien. Et le peuple malien est lassé de la guerre. 2 lectures sont possibles, et l'honnêteté analytique exige de les présenter toutes les deux. Première lecture, celle de la junte. Mariko a été vu dans une zone contrôlée par le JNIM 3 jours avant l'attaque. Des militaires dans l'entourage de son réseau sont impliqués. La coïncidence est troublante. Une enquête judiciaire s'impose. Deuxième lecture, celle de l'opposition. Mariko est une figure qui dérange. Ses contacts avec toutes les parties du conflit sont précisément sa valeur comme médiateur. L'accuser de complicité, c'est criminaliser la médiation et le dialogue politique. Et c'est envoyer un signal clair à tous les opposants, le silence ou l'exil. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, aucune preuve matérielle de sa participation aux attaques n'a été rendue publique à ce stade. Ce qui se passe aujourd'hui, au Mali, ne sort pas du néant. Le 26 mars 2026, un expert indépendant des Nations Unies publiait un rapport alarmant. Ces mots sont forts. Je les cite. La réduction des contre-pouvoirs et des espaces de débat, la criminalisation des voix critiques, le rétrécissement de l'espace civique. Cela marque une dérive autoritaire indéniable. L'expert précise que chaque décision prise isolément a été présentée comme nécessaire avec des arguments à court terme. Mais leur accumulation produit un effet systémique. Dissoudre les partis politiques. Interdire les manifestations. Poursuivre les journalistes. Museler les syndicats. Arrêter les opposants. Nommer la critique comme trahison. Les abus documentés par l'ONU incluent des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des violences sexuelles, des arrestations et détentions arbitraires, des frappes de drones ayant causé des morts civiles. La mise en cause d'Oumar Mariko s'inscrit dans cette mécanique. La junte malienne a progressivement fermé tous les espaces d'expression politique légale. Il ne reste plus que 2 options aux opposants, le silence ou l'exil. En nommant Mariko dans une enquête terroriste, la junte franchit un palier supplémentaire. Elle associe désormais l'opposition politique au terrorisme djihadiste. C'est une technique de légitimation de la répression que les régimes autoritaires ont utilisée partout dans le monde. L'expert des Nations Unies le formule avec une clarté remarquable. La sortie durable de crise ne peut être purement militaire. La paix ne se décrète pas.
Un État fort n'est pas celui qui réduit au silence. Un État fort est celui qui peut tolérer la critique, parce qu'il est légitime. Un État confiant ne craint pas le débat. Il s'en nourrit. La junte malienne construit l'inverse de cet État. Elle écrase la critique au moment précis où elle en aurait le plus besoin pour comprendre ses propres failles et éviter un nouvel effondrement. Le Mali fait face à deux crises simultanées, et l'une aggrave l'autre. La crise sécuritaire, un JNIM, qui a démontré sa capacité à frapper le cœur du pouvoir. Un territoire qui se rétrécit. Des alliés russes qui battent en retraite. Et la crise politique, une junte qui, au lieu d'ouvrir le dialogue face à l'adversité, choisit de fermer l'espace civique, d'arrêter des militaires et de criminaliser un opposant en exil. L'histoire nous enseigne que les régimes qui ne tolèrent pas la critique finissent par perdre la capacité à se réformer. Et les États qui ne peuvent pas se réformer finissent par s'effondrer. Le Mali n'est pas encore à ce point, mais chaque décision de cette semaine le rapproche du précipice. La question que je vous laisse, dans ce contexte, qui peut encore jouer le rôle de médiateur au Mali? L'Algérie, que Bamako vient de quitter du CEMOG, la CEDEAO, que la junte méprise. La communauté internationale, dont le Mali s'est délibérément coupé. Donnez-moi votre analyse en commentaire. Abonnez-vous pour suivre cette crise et retrouvez notre analyse complète des attaques du 25 avril dans la vidéo précédente, dont le lien est en description.